écraser et détruire le Hamas à tout prix. Voilà la promesse du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une promesse qu'il n'a cessé de répéter ces derniers mois. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est lui aussi engagé à éliminer l'organisation terroriste palestinienne. Et c'est exactement ce que tente de faire Israël depuis des mois. Le problème, c'est que le Hamas se cache parmi les civils, qui l'utilisent comme bouclier humain. Par endroits, la bande de Gaza est dévastée. Les leaders du Hamas n'avaient probablement pas anticipé la brutalité de la riposte israélienne suite au pogrom du 7 octobre. On estime que plus de la moitié des bâtiments sont soit en ruine, soit si gravement endommagés qu'ils sont totalement inhabitables. Des quartiers entiers ont été effacés de la carte, tandis que les combats s'éternisent dans le reste de la bande de Gaza. La destruction est bien plus grande que ce que le Hamas avait prévu. Environ 85% de la population gazaoui a été déplacée, soit près de 2 millions de personnes qui ne pourront probablement plus jamais rentrer chez elles. La situation est si dramatique que les États-Unis, la France, la Jordanie et l'Égypte ont même dû larguer par avion de l'aide humanitaire au-dessus de Gaza pour tenter d'éviter une catastrophe humanitaire. L'armée US a aussi installé un port flottant pour délivrer plus efficacement l'aide humanitaire, mais après seulement 11 jours d'activité, il a été endommagé par des conditions météorologiques extrêmes. Aujourd'hui, il doit être remorqué à Ashdod pour être réparé. Mais tout ça, c'est du réchauffé. On t'en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Ce dont on veut te parler aujourd'hui sur Diplo, c'est l'après. Il va se passer quoi à Gaza ? Mais déjà, ce que l'on sait, c'est que cessez-le-feu ou pas, l'opération militaire de grande ampleur touche à sa fin. Une fois que l'assaut sur la ville de Rafah sera terminé, la bande de Gaza sera complètement conquise. Bien entendu, les forces de défense israéliennes conservent le contrôle total de l'espace aérien, du littoral et des postes frontières. Bref, Israël domine presque tout le territoire. Oui, parce qu'il y a une dimension que l'armée israélienne ne maîtrise pas aussi bien que les combattants du Hamas. C'est l'utilisation des tunnels pour se déplacer sous terre. Ces dernières semaines, les attaques surprises contre les forces israéliennes se multiplient. Les combattants du Hamas apparaissent de nulle part, en quelques secondes ils tirent avec leurs lance-roquettes, puis ils disparaissent tout aussi vite. Bref, le Hamas n'est pas prêt d'être totalement éradiqué. Il y aura toujours une poche de, entre gros guillemets, résistance armée résiduelle. Ça rappelle les mauvais souvenirs de l'armée US face aux talibans afghans, ou encore contre l'Irak, le Vietnam ou le Japon. Sauf que contrairement à l'oncle Sam, Israël ne souhaite pas dépenser des milliards de shekels dans une opération militaire interminable. Surtout qu'en plus du coût direct lié à la guerre, il y a aussi la mobilisation d'une partie de la population active israélienne qui, par définition, ne contribue plus à l'économie israélienne le temps de leur service. À côté de ça, il y a l'isolement toujours plus prononcé d'Israël sur la scène politique internationale. Des déluges de critiques s'abattent sur l'État hébreu. Suffit de voir à quel point sa participation au concours de l'Eurovision avait défrayé la chronique et poussé une dizaine de milliers de personnes à manifester dans les rues de Malmö, en Suède. Imagine, une ado de 20 ans, escortée en permanence et sujette à toutes sortes d'injures antisémites. N'empêche que malgré l'hostilité affichée des autres participants du concours et d'une partie du public, elle a quand même obtenu l'adhésion populaire dans pas moins de 15 pays sur un total de 25, dont la France. Bref, si je vous en parle, c'est pour illustrer avec un exemple concret l'essor d'un mal qu'on croyait disparu depuis plusieurs décennies, celui de la peste brune. Et on peut pas dire qu'on a été épargné en France, avec une classe politique complètement à la ramasse sur le sujet, responsable d'une dérive antisémite franchement préoccupante. Et quand l'extrême droite française, composée du Rassemblement national, de Reconquête et d'une partie des Républicains, est la meilleure alliée des Juifs de France face à une extrême gauche dont l'antisémitisme est clairement décomplexé, il y a vraiment un problème. Bref, revenons-en à Israël. Quelles sont les options du gouvernement ? Le retrait des forces armées peut-être ? Les soldats israéliens prennent leurs clics et leurs claques et rentrent chez eux ? Bah, réalistiquement, c'est pas une très bonne idée. Déjà, l'armée israélienne peut pas juste se retirer et laisser le Hamas reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Ce serait une défaite humiliante et sanglante. Donc, quelles autres issues se présentent à Israël ? Quelles vont être les conséquences de la campagne militaire israélienne sur la population gazaoui ? Bah, déjà, l'un des plus gros problèmes du gouvernement actuel et l'un des principaux reproches formulés par les manifestants et l'opposition politique, c'est qu'il y a tout simplement pas de plan de sortie de conflit. C'est pas nous qui le disons, mais Herzl Halevi, le chef d'état-major des forces de défense israélienne. Le chef de Tsahal aurait reproché à Netanyahou de ne pas avoir défini de stratégie d'après-guerre pour Gaza. Quand même le commandant militaire en chef considère que ton plan de
sortie de crise est à la ramasse, c'est que la situation est vraiment délicate. D'ailleurs, Netanyahou vient tout juste d'annoncer la dissolution du cabinet de guerre suite à la démission de Benny Gantz, poids lourd de l'opposition centriste. Auparavant, celui-ci avait occupé la fonction de chef d'état-major, de ministre de la Défense et de vice-premier ministre. En fait, ça faisait déjà plusieurs semaines que Benny Gantz menaçait de quitter son poste au sein du cabinet si Netanyahou ne dévoilait pas publiquement son plan pour l'après-guerre. Et puis, le premier ministre s'était aussi senti menacé par la décision de l'état-major israélien de décréter dans le sud de la bande de Gaza ce que les militaires appellent une pause tactique quotidienne pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est pas la pause en tant que telle qui embête Netanyahou, mais le manque de coordination entre l'armée et le gouvernement. Bah oui, quand l'état-major a annoncé cette décision, quasiment personne au sein du gouvernement israélien n'était au courant. Ça remet directement en question le leadership de Netanyahou. Bon, depuis, la situation s'est éclaircie. Tsahal a précisé que les combats se poursuivraient. Il s'agit avant tout de formuler une réponse à la communauté internationale, à commencer par les États-Unis et la Cour internationale de justice qui reprochent à l'armée israélienne de bloquer l'aide humanitaire. N'empêche que toute cette situation fragilise le mandat du Premier ministre. Déjà parce que sans plan, la guerre pourrait s'étaler sur des mois, voire des années, et vu les tensions avec le Hezbollah libanais, vaut mieux mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Tant qu'il n'y aura pas de processus diplomatique pour développer un embryon de gouvernement dans la bande de Gaza, autre que le Hamas, nous devrons lancer des campagnes encore et encore ailleurs pour démanteler les infrastructures du Hamas. Herzl Halevi, chef d'état-major de l'armée israélienne. Et il n'y a pas que le haut commandement israélien qui le prédit. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, pense à peu près la même chose. Si les efforts d'Israël ne s'accompagnent pas d'un plan politique pour l'avenir de Gaza et du peuple palestinien, les terroristes reviendront. C'est déjà en train de se produire dans la ville de Gaza. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 issues possibles de ce conflit. Mais te fais pas d'illusions, on va pas évoquer d'hypothèses farfelues ou fantaisistes. On va rester ancré dans la réalité. Évidemment, avant de commencer, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et puis, si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti. Un labyrinthe sans issue. Qu'Israël réussisse ou non à anéantir le Hamas, peu importe. Il faut trouver une solution pour les plus de 2 millions de Gazaouis qui subissent de plein fouet la guerre déclenchée par le Hamas. Même le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a reconnu la gravité de leur situation. Nous devrons probablement composer avec une sorte d'administration civile par des Gazaouis qui ne sont pas déterminés à nous détruire. Benjamin Netanyahou. En revanche, il a également précisé qu'il était hors de question de transitionner, je le cite, d'un Hamastan à un Fatastan, en faisant directement allusion à l'autorité palestinienne qui contrôle la Cisjordanie. Dans tous les cas, Gaza sera bien démilitarisé. Bref, voici les différentes options réalistes qui sont sur la table. Israël pourrait occuper militairement la bande de Gaza, comme c'était déjà le cas jusqu'en 2005. En fait, ça faisait près de 40 ans que Gaza était sous contrôle israélien, depuis la guerre des 6 jours en 67 pour être plus précis. Il y avait même des colonies israéliennes comme le Gush Katif, un ensemble de villages de colons dans le sud de la bande de Gaza. Mais en 2005, le premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon, a décidé d'évacuer les 8500 colons du Gush Katif et de démanteler toutes les colonies israéliennes à Gaza. Une fois que le plan de désengagement unilatéral a été mis en œuvre, les troupes israéliennes se sont retirées. L'objectif, c'était de permettre à Gaza d'exercer une forme de souveraineté afin de favoriser l'émergence d'une structure étatique. C'était la première étape de la construction d'un État palestinien à Gaza. Mais à peine 2 ans plus tard, le Hamas remporte les élections et prend le pouvoir. Le problème, si Israël décide d'occuper militairement la bande de Gaza, c'est qu'il devra assumer la responsabilité de l'ensemble de la population gazaoui. Ça coûterait très cher à l'État hébreu, tant du point de vue économique qu'en termes de vie humaine. Car oui, ce qui resterait du Hamas ou de toute autre organisation insurrectionnelle ferait en sorte de rendre la vie impossible aux forces d'occupation israéliennes. C'est clairement pas une idée très sexy pour l'état-major israélien. Mais ça laisse le champ libre à une autre solution proposée par l'extrême droite israélienne. En fait, une partie de la classe politique israélienne propose de répliquer le modèle de la présence militaire israélienne en Cisjordanie.
Cette hypothétique occupation militaire de Gaza suivrait son cours jusqu'à l'élimination totale et définitive du Hamas. Alors, évidemment, l'idéologie islamiste du Hamas ne disparaîtra jamais totalement. Mais on parle ici de neutraliser les branches politiques et militaires du Hamas. Chez Diplo, on n'est pas fan de Netanyahou, mais il a raison sur un point. Le voici. Hamas has to be eliminated. Not as an idea. Nazism wasn't destroyed as an idea in World War II, but Nazis do not govern Germany. There's still neo-Nazis around, but you destroyed that organization. L'armée israélienne a donc envisagé de séparer la bande de Gaza en 3 grandes zones, séparées les unes des autres par des cordons de sécurité hautement militarisés. D'ailleurs, dans le cadre de futures opérations antiterroristes, ces cordons de sécurité permettraient à l'armée d'intervenir rapidement. Et on parle pas dans le vent, hein. Le plan est déjà entré en action, par exemple avec le corridor de Netzarim. Ce corridor de 7 km de long sépare la ville de Gaza du reste de l'enclave. L'armée israélienne y aurait installé plusieurs bases pour surveiller la zone. D'ailleurs, le Washington Post a révélé d'après des images satellites que plusieurs checkpoints sont en cours de construction. Pareil dans le sud, où des mesures de sécurité sont mises en place, quoique moins contraignantes. Dans la pratique, ça veut dire que chacune des grandes agglomérations sera isolée. En agissant de la sorte, Israël aura plus de facilité pour contrôler l'ensemble du territoire. Plusieurs sources suggèrent également que le gouvernement israélien envisage d'autoriser le retour à la ville de Gaza uniquement aux réfugiés ouvertement non hostiles à Israël. Faut savoir que la ville de Gaza était la principale agglomération du territoire, donc ça veut dire que ça laisse potentiellement pas mal de monde sur la touche. Alors, la justification derrière cette décision, c'est la création d'une zone tampon pour éloigner au maximum les rampes de lancement de roquettes afin de protéger la population israélienne vivant à proximité immédiate de la bande de Gaza, par exemple dans les villes de Sderot ou d'Ashkelon. À l'heure actuelle, l'armée israélienne interdit l'accès à la ville et empêche l'aide humanitaire dans le but de forcer les 300 000 personnes qui se trouvent encore sur place de quitter la ville. Ainsi, l'armée israélienne pourrait filtrer la population et intercepter d'éventuels terroristes ou otages. Et ce plan couvre bien d'autres aspects. Par exemple, l'armée israélienne a détruit tous les bâtiments situés à moins d'1 kilomètre de la frontière. Cet espace sera désormais un cordon de sécurité strictement surveillé par Tsahal et aucun Palestinien ne pourra y accéder. Cette zone tampon a pour but d'éviter des tirs de sniper comme ça pouvait être le cas auparavant quand des tireurs embusqués faisaient feu sur des cibles israéliennes de l'autre côté de la frontière. Le truc, c'est que vu la superficie de la bande de Gaza, ce cordon de sécurité représente à lui seul 16% du territoire. Une fois toutes ces mesures en place et l'espace sécurisé, Israël engagerait le retrait de ses troupes tout en maintenant une présence militaire dans le corridor de Netzarim et le long de la frontière de Gaza. Voilà dans les grandes lignes le plan du cabinet de guerre israélien. Le problème, c'est que ça installerait de facto une situation d'apartheid. Si les Gazaouis ne peuvent plus se déplacer librement, que leur liberté de commercer est restreinte et que toute entrée et sortie du territoire est filtrée, ça entraverait le développement économique et la reconstruction de la bande de Gaza. La communauté internationale, à commencer par les États-Unis et les alliés arabes, ont déclaré qu'ils rejettent ce plan. En revanche, ce plan séduit l'aile la plus radicale du gouvernement de coalition de Netanyahou, les sionistes religieux. Bref, sur le moyen et long terme, cette solution n'est pas viable. On retourne donc à la planche à dessin. La proposition de l'administration Biden est radicalement différente. Quelque part, elle fait un peu penser à la proposition de Macron il y a quelques mois que tout le monde avait rejetée. En gros, Washington suggère que l'armée israélienne se retire d'ores et déjà pour qu'une coalition de pays arabes assure la sécurité, tandis que l'autorité palestinienne endosse la responsabilité d'administrer les affaires civiles. L'objectif, empêcher le Hamas d'accéder une nouvelle fois au pouvoir. En Israël, la proposition de Washington a bénéficié d'un écho plutôt favorable. Ce serait dans l'intérêt d'Israël. L'option selon laquelle l'autorité palestinienne prendrait le contrôle de Gaza est bien meilleure que de laisser nos soldats contrôler 2,2 millions d'habitants. Nous ne sommes pas intéressés par l'occupation de ce territoire. Tout ce que nous voulons, c'est la paix pour notre peuple. Kobi Marom, colonel à la retraite et expert en sécurité nationale. Ce plan suppose aussi le déblocage de fonds pour financer la reconstruction de la bande de Gaza. Les principaux contributeurs, les USA, l'Union européenne et surtout
les pays arabes. Pour les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ce serait une opportunité de se racheter une crédibilité auprès de l'opinion publique et de mieux faire passer la pilule de la normalisation avec Israël. À première vue, pas mal comme plan, non? Eh bah, il y a quand même de gros obstacles. Déjà, le premier, c'est que l'autorité palestinienne n'est pas du tout populaire, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Et puis, toute autre structure politique ad hoc, assemblée par les puissances étrangères, manquerait de légitimité, surtout face à des organisations comme le Hamas ou le Djihad islamique palestinien. Ce pseudo-gouvernement serait accusé de collaboration avec Israël. Pas évident de gouverner dans ces conditions. Ensuite, l'autre grand obstacle, c'est que les puissances arabes ne sont nullement intéressées par cette perspective de jouer aux gendarmes, surtout si cela signifie de coopérer militairement avec l'armée israélienne, ce qui serait très mal perçu par leur opinion publique. N'empêche que Washington essaie quand même d'imposer cette solution. Les États-Unis encouragent les États arabes à former une force multinationale d'après-guerre à Gaza. Le truc, c'est que les pays arabes ont pas envie de se tirer une balle dans le pied. Et ils ont bien raison. C'est pour ça qu'ils ont donné leur accord de principe à Washington, à condition que ce soit les États-Unis qui dirigent l'opération militaire. En d'autres termes, les pays arabes suivront uniquement si l'armée US déploie le gros des troupes. En pratique, ça revient à torpiller l'opération, puisque Washington n'acceptera jamais. À Gaza, les GIs seraient des cibles ambulantes. On se retrouverait dans le même cas de figure que l'Irak post-invasion, avec des attentats à répétition contre les bases de l'armée US et son ambassade. Par ailleurs, les pays arabes exigent que les USA reconnaissent l'État palestinien, une autre demande irrecevable dans le contexte actuel. Et puis, à tout ça, faut ajouter le fait qu'Israël n'a absolument pas confiance en la capacité des pays arabes de sécuriser la bande de Gaza. On voit mal Tsahal accepter de déléguer à l'Arabie saoudite, les Émirats, le Maroc ou la Jordanie la tâche de contenir le Hamas. De plus, l'autorité palestinienne a perdu toute crédibilité aux yeux du gouvernement israélien, surtout que Mahmoud Abbas n'a jamais condamné les attentats du 7 octobre. Bref, Jérusalem a laissé entendre qu'en cas de reprise du conflit, l'armée israélienne se réservait le droit d'intervenir. Or, aucun des pays arabes ne se risquerait à exposer leurs troupes à des tirs amis israéliens. Si des soldats saoudiens ou jordaniens étaient touchés, ça risquerait de déclencher une crise politique majeure. Surtout que la question de l'indépendance palestinienne restera en suspens. Tant qu'elle ne sera pas réglée, le conflit restera en couveuse. Bref, on ne peut totalement exclure la proposition de Washington, mais il est peu probable qu'elle aboutisse. Et quand bien même elle se concrétiserait, ça ne garantit en rien la résolution du conflit israélo-palestinien. On va voir maintenant une autre proposition radicalement opposée à celle de l'administration Biden. C'est probablement le plan le plus réaliste des trois. Cette approche suppose la fin de la solution à deux États, avec un État israélien qui cohabite avec un État palestinien séparé en deux entités différentes. Cette fois-ci, on envisage la création de deux États palestiniens différents. C'est la première fois que tu en entends parler, c'est normal, elle est très impopulaire, alors que pourtant, elle a un énorme potentiel. Alors, en quoi ça consiste exactement? On va t'expliquer ça maintenant. Bon, dire que cette proposition n'a rien à voir avec les deux précédentes, c'est un peu exagéré. Il y a quand même des points communs. Déjà, sa mise en œuvre présuppose le retrait progressif de l'armée israélienne et la mise à disposition de plusieurs milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Mais la grande différence, c'est qu'au lieu de céder le pouvoir à une institution politique commune aux deux territoires, on verrait émerger à Gaza une administration locale et indépendante. Gaza s'engagerait alors sur la voie de la création d'un État autonome et souverain. Au risque de te décevoir, la perspective de la création d'un État palestinien est un piège. En tout cas, au vu du contexte actuel. Pour l'heure, les conditions ne sont pas réunies pour assister à l'émergence d'une Palestine unifiée et cohérente. Déjà parce que les deux territoires sont très différents. Gaza est une agglomération urbaine, la Cisjordanie est beaucoup plus rurale. Gaza est un territoire très dense et compact, contrairement à la Cisjordanie, beaucoup plus étendu. Gaza borde la Méditerranée avec des installations portuaires conséquentes, alors que la Cisjordanie est une enclave. Gaza est limitrophe avec l'Égypte, la Cisjordanie avec
avec la Jordanie. Le revenu moyen à Gaza est très faible alors qu'il est intermédiaire en Cisjordanie. Bref, la bande de Gaza et la Cisjordanie n'ont rien à voir entre elles, si ce n'est une identité palestinienne commune. Mais dans la pratique, ça veut dire que les problématiques seront différentes, et donc les réponses politiques ne vont pas être les mêmes. Et puis, l'autre éléphant dans la pièce, c'est que ces deux entités territoriales ne pourront jamais être réunies parce qu'il y a un État israélien qui les sépare, et Israël n'ira nulle part. Donc, compliqué pour la Cisjordanie et Gaza d'imaginer un avenir unifié. Or, un État divisé en deux, c'est moyennement viable. On n'a pas ou peu d'exemples. Par contre, si dès le départ, ces deux entités territoriales ont deux instances gouvernantes différentes, ça va pas marcher. Bref, la solution à deux États, c'est du pipeau. Elle est condamnée à échouer. Ça serait beaucoup plus réaliste de promouvoir la création de deux États palestiniens différents et, avec une bonne dose d'optimisme, d'envisager une coexistence pacifique aux côtés de l'État hébreu. Gaza et la Cisjordanie auraient toutes les deux leur trajectoire politique individuelle, avec des administrations civiles plus en contact avec leurs populations respectives, et mieux au fait des enjeux territoriaux spécifiques à chaque territoire. Surtout qu'auparavant, aucun État palestinien unifié entre guillemets n'a existé en tant que tel. Gaza et la Cisjordanie n'auraient donc rien à perdre à accepter la mise en œuvre de cette solution à trois États. Bon, ça réglerait pas le problème des groupes insurrectionnels comme le Hamas ou le djihad islamique palestinien, mais ils agiraient dans un environnement beaucoup plus stable avec une population qui adhère au projet politique de leur État palestinien respectif. Avec le soutien financier de la communauté internationale et la présence d'une force stabilisatrice, les Palestiniens comprendront que leur intérêt ne se situe pas du côté de ces organisations terroristes, pourtant très plébiscitées par l'opinion publique palestinienne à l'heure actuelle. Et quand bien même cette solution n'aboutirait pas, elle aurait au moins le mérite de régler, une fois pour toutes, la moitié du problème, l'intégrité territoriale de la Cisjordanie. Ces dernières décennies, Israël n'a cessé de grignoter ce territoire, ce qui n'a évidemment pas aidé à calmer les tensions israélo-palestiniennes. Alors, à quoi ressemblerait Gaza une fois qu'elle sera reconstruite? On t'en parle dans le chapitre suivant. Gaza 2.0. En 2005, quand l'armée israélienne a démantelé les colonies du Gush Katif avant de se retirer de Gaza, on espérait que ce territoire parviendrait à se développer en misant sur le commerce transfrontalier avec l'Égypte voisine et à terme avec Israël. Mais en 2006, le Hamas remporte les législatives à Gaza. L'autorité palestinienne, dirigée par le Fatah, ainsi que la communauté internationale refusent de reconnaître ce résultat. La situation s'envenime et démarre alors un conflit armé, dont le Hamas sortira victorieux l'année suivante. Au lieu de tirer profit des ressources laissées sur place par les colons israéliens, les Palestiniens les détruisent parce qu'elles étaient considérées comme impures parce que juives. Face aux risques majeurs pour la sécurité de l'État hébreu, mais aussi pour celle de l'Égypte, les autorités israéliennes et égyptiennes décrètent un embargo commercial pour asphyxier l'économie gazaoui et forcer le Hamas à céder le pouvoir. Et puis, on ne doit pas sous-estimer le facteur démographique. La population est trop dense dans un territoire trop petit. On estime que 40% de la population a moins de 14 ans et sa croissance annuelle est de 2%, ce qui démontre que les accusations de génocide ne tiennent pas la route. Bref, même avant l'opération terrestre israélienne, la bande de Gaza était confrontée à une situation économique dramatique avec plus de 60% des habitants sous le seuil de pauvreté et un taux de chômage de 46%. Presque un Gazaoui sur deux est sans emploi. L'aide internationale est cruciale pour Gaza. Sans elle, c'est tout le système qui s'écroule. En même temps, le Hamas a construit plus de 800 km de tunnels, ce qui lui a coûté des centaines de millions de dollars. Tu seras d'accord avec moi que ça aurait été plus malin de les investir dans l'éducation, l'assainissement de l'eau ou les infrastructures de santé. Ceci dit, le tableau n'est pas entièrement noir. La bande de Gaza a quand même quelques atouts. Déjà, elle est sur le littoral. Donc si un jour la situation se stabilise, on peut espérer un allègement du blocus israélo-égyptien. Ça permettrait à l'économie gazaoui de miser sur le commerce maritime pour booster sa croissance. Qui dit littoral dit forcément plage. En plus, on parle d'un climat méditerranéen, parfaitement adapté pour le tourisme. Les Gazaouis devront faire preuve d'astuce pour attirer les investissements directs étrangers. Ils ont une carte à jouer en adoptant une politique fiscale compétitive. Et puis, il y a aussi la diaspora. On estime qu'il y a plus de 6 millions de Palestiniens à l'étranger, surtout en Jordanie. Actuellement, les fonds envoyés par la diaspora représentent 20% de l'économie palestinienne, ce qui en fait la principale source de revenus. Et à Gaza, c'est
encore plus. Et puis, si un accord de paix est conclu avec Israël et que 2 États palestiniens sont créés, une partie de la diaspora pourra revenir s'installer à Gaza et en Cisjordanie, ce qui donnera un gros coup d'accélérateur à leur croissance économique. Et puis, il y a l'Égypte pas loin, qui avec ses 120 millions d'habitants, représente une très belle opportunité commerciale. Bon, on a conscience que l'évocation de ce scénario relève presque de la science-fiction, surtout en ce moment si tragique. Mais si la guerre se termine enfin, et par prendre fin, on veut dire durablement, pas juste un cessez-le-feu comme avant le 7 octobre, et on pense que cette amorce du développement économique de Gaza pourrait intervenir rapidement. Mais pour ça, il faut que le Hamas, le djihad islamique palestinien et les autres organisations terroristes soient neutralisés. Ce serait la première étape pour la construction d'un État palestinien ou de 2 États palestiniens, comme on l'a vu dans le dernier scénario. D'ailleurs, même si ce dernier scénario n'est pas idéal, même s'il ne correspond pas exactement au rêve d'autodétermination du peuple palestinien, ça reste l'option la plus réaliste. Ok, affaire pliée. Maintenant, à toi. Laquelle des 3 options est-ce que tu préfères ? As-tu une proposition alternative ? Si oui, quelle est-elle ? On espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à y voir plus clair. Nous, on te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, on te dit à très vite pour plus d'actu. Ciao !